Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en streaming, en direct sur lepoint.fr et les réseaux sociaux du Point. Merci à vous d'être présents physiquement au Quai des Savoirs à Toulouse. Cette année, pour notre 11e édition, on introduit une nouveauté grâce au travail de Loïc Rivalin, journaliste programmateur de Futurapolis Planète. Vous allez le voir au fil des 2 journées qu'on va passer ensemble. Autour de vous, vous allez voir des illustrations, comme celles qui défilent en ce moment. Alors, ces images, plus de 1000 images, vont illustrer 27 tables et sujets de Futurapolis cette année. Elles ont une particularité, elles n'ont pas été dessinées par des humains, mais par une intelligence artificielle. On a cherché les illustrations les plus fortes, créées parmi des millions de demandes et de mots-clés sur une plateforme qui s'appelle Midjourney. On a aussi demandé à l'intelligence artificielle de réagir aux mêmes questions que celles qu'on va poser à nos intervenants. Manquera-t-on d'eau l'été prochain? L'assiette est-elle le dernier refuge du plaisir coupable? À quoi va ressembler le métavers? Il en résulte une photographie de notre société à l'instant T, comme une vision du futur, parfois apocalyptique, parfois idéalisées. Ce sont évidemment des représentations partiales qui ne sont pas exemptes de biais. Après tout, l'IA n'invente rien du tout. Elle apprend, elle recompose à partir des milliards d'images déjà produites sur le web. Mais il s'agit dans tous les cas de représentations qui tendent un miroir sur notre monde et pour certaines, magnifiques, vous le verrez, certaines images nous font carrément rêver. Je vous rappelle enfin que vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités en flashant le QR code que nous allons afficher très régulièrement et que vous avez à disposition sur un flyer sur votre chaise. Avec ce QR code, à la fin de chaque table ronde, vous pourrez poser vos questions à nos invités. Alors, c'est parti pour notre toute première session. Voici l'un des historiens les plus réputés de France, de ceux qui nous donnent envie de replonger dans les circonvolutions du passé. Spécialiste reconnu de l'histoire du corps, Georges Vigarello en a analysé de nombreux aspects, les normes de propreté et de saleté à travers les âges, l'évolution des canons de beauté ou encore le regard porté sur la fatigue. Pour vous, aujourd'hui, il va évoquer la question du plaisir au fil des siècles pour mieux se demander si notre futur va rimer avec ascétisme et puritanisme ou une nouvelle libération des mœurs. Alors merci de lui réserver un excellent accueil pour un échange de l'autre volet avec Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous et très heureux d'ouvrir les débats de la journée avec vous, Georges Vigarello, l'un des plus grands historiens d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Voilà. merci pour votre accueil. Voilà, vous êtes, je le rappelle, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, spécialiste du corps, auteur d'une histoire du corps au Seuil en 2006, mais aussi de la beauté, puisque auteur d'une histoire de la beauté, c'était au Seuil en 2004, mais aussi de la silhouette et du gras. Oui. Avec voilà, les métamorphoses du gras. C'était en 2010. Et du coup, presque symétriquement, la silhouette, naissance d'un défi, autre titre de vous, Georges Vigarello. C'était au Seuil en 2012, mais aussi des émotions, de la fatigue, de la robe et de la virilité avec Alain Corbin et Courtine. C'est dire si vous êtes qualifié pour nous éclairer sur un sujet on ne peut plus crucial. Ce sujet, c'est le plaisir et ce qu'il va devenir le plaisir à une époque où l'on parle à raison, évidemment, de sobriété, et où, comme vous le dites dans Le Point cette semaine, puisque une grande interview de Georges Vigarello dans Le Point cette semaine, l'affirmation du plaisir est plus que jamais suspecte. Est-ce que nous vivons, Georges Vigarello, un point de bascule historique ? Je ne sais pas si on vit un point de bascule. On a toujours le sentiment, à une époque X ou Y, que nous sommes soit à la fin d'un cycle, soit au début d'un autre cycle, et qu'il y a un point de bascule. C'est difficile de dire, mais effectivement, il y a quand même une prise de conscience très forte, à laquelle je viens d'ailleurs de me confronter en faisant un livre sur les lointains,
récemment, qui est sorti au mois d'octobre. Donc je me suis confronté à cette question-là, c'est-à-dire les lointains, pour prendre ce seul exemple, si vous voulez, qui était le lieu où les Européens avaient le sentiment de pouvoir s'épanouir, de pouvoir vivre autrement, de découvrir des choses totalement inattendues et relativement excitantes, voire merveilleuses. Lointain, hein, c'est ça. Ce lointain revient. Ce lointain revient. Et il revient sur un mode tragique. C'est-à-dire qu'il revient avec l'eau, par exemple, de la banquise qui vient heurter les côtes européennes. Il revient avec la question des migrations. Il revient avec la question des ouragans, des pluies et des sécheresses contradictoires. Donc effectivement, nous sommes au moins dans une période de prise de conscience, de risques qui, jusque-là, soit n'existaient pas, soit n'avaient pas été évalués sous cette forme, et qui, du coup, entraîne, c'est vrai, je reviens à votre question, et du coup entraîne le sentiment qu'il faut absolument restreindre les consommations, les plaisirs, l'expansion de soi, etc. Et en même temps, jamais nous n'avons été dans une période aussi forte qui privilégie le sujet, le soi et le moi. Oui, parce que vous rappelez d'ailleurs dans cette interview qu'il y a à la fois une forme de puritanisme, peut-être, Oui. de néo-puritanisme, Oui. quand cette demande de sobriété est exagérée, Oui. mais il y a toujours un discours publicitaire qui, vous Ouais. aimez citer le slogan. Le slogan de L'Oréal. Voilà. Ouais. Bah, Parce L'Oréal que qui l'idée dit parce que je le vaux tu bien. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que je le vaux bien, parce que vous le valez bien. Tout ça renvoie évidemment à cette idée que par ma seule existence, je légitime quelque chose qui est de l'ordre de ma propre affirmation. Et ma propre affirmation, c'est pas seulement le fait de dire la vérité, c'est de dire l'exigence de soi, et donc évidemment le plaisir. À quand remonte historiquement la notion de plaisir ? Je crois que c'est une tradition humaine, mais c'est vrai qu'il y a une manière finalement de l'objectiver à l'époque antique. Tout le monde parle de ce fameux cabinet qui est au musée de Naples et qui représente les plaisirs, mais sous... Le cabinet secret, hein, le interdit cabinet souvent secret. aux moins de 16 ans. Voilà, Ouais. mais sous une version plutôt masculine. Ce sont des sexes masculins qui sont mis à l'évidence, etc. Mais c'est vrai que ce qui est tout à fait, je dirais, évident, c'est l'insistance sur l'affirmation sexuelle. On le retrouve d'ailleurs dans des pièces de Pompéi, dans des lieux, sous des formes de nudité aussi de l'Antiquité. Il y a cette représentation extraordinaire qui présente des femmes qui portent des sortes de maillots de bikini et qui sont des femmes de l'Antiquité latine. À quoi il faut ajouter, évidemment, si on ne parle pas seulement des Romains, mais si on parle des Grecs, il faut quand même ajouter que l'Olympe grec, c'est quand même une Olympe qui, je dirais, magnifie le désir. Un désir parfois même brutal. Hein, Un désir brutal, avec des enlèvements, avec tout simplement des viols. Oui, voyez. C'est ça. Mais en même temps, cette représentation de l'Olympe, elle est quand même, je dirais, jouée sur le mode de la ressemblance de la vie quotidienne à Athènes. À quoi s'ajoute la relation homme et jeune, garçon, si vous voulez, dans la Grèce antique. Donc tout ça, évidemment, montre que le plaisir est absolument présent. Il y a le plaisir du corps aussi qui apparaît dans l'Antiquité, puisque vous parliez de Naples. C'est aussi chez les Romains, en fait, que commence à se développer toute une culture qu'on pourrait dire du loisir déjà, avec l'apparition des piscines, l'apparition des dégustations d'huîtres. Il y a les plaisirs de la bouche aussi chez les Romains. Vous avez raison. Parfois Je pense que si on parle de l'Antiquité et que l'on parle du corps, il y a au moins deux choses qui m'ont toujours frappé. La première, elle est en rapport d'ailleurs avec ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les jeux. Les jeux physiques, si vous voulez, qui grandissent à la fois l'affirmation physique, la domination, la force, etc. Et en même temps, je trouve que ce que vous dites est tout à fait central. Si on parle des Romains, moins chez les Grecs, mais si on parle des Romains, le problème des termes est absolument dominant. Et les termes, c'est assez compliqué et c'est très intéressant. Parce que les termes, évidemment, supposent une maîtrise technique considérable, faire venir de l'eau, les canaux, les aqueducs, etc., bien sûr. Mais en même temps, les termes, ce sont des lieux de plaisir, où l'eau, au fond, permet des formes de jouissance, et des jouissances complexes, parce que le terme, c'est pas seulement le fait d'avoir un contact avec l'eau, mais c'est le fait d'avoir un contact avec les autres.
Et donc, c'est un lieu de sociabilité, vous voyez, plaisir multiple, qui me paraît très important. Et quand vous parliez de conscience de soi, d'affirmation de soi, d'affirmation aussi de l'existence d'un corps qui va peut-être se perdre dans les années qui C'est ça, d'un corps qui se développe, qui se montre, qui accepte la nudité, évidemment. Mais vous voyez, quand on dit cela, on ne peut pas oublier qu'il y a quand même des restrictions que nous avons complètement, nous, effacées. Un, ce sont les citoyens, ce ne sont pas les esclaves. Bien sûr. Et deux, ce sont les hommes, et ce sont peu les femmes. Je parlais des Jeux Olympiques, non seulement les femmes n'y participent pas, mais en plus, elles n'ont pas à être sur les tribunes. Il y avait les Spartiates qui autorisaient exactement. les femmes à courir. Donc il ne faut pas oublier ce genre de rupture dans la société ancienne. Bien sûr. Sur cette notion de sobriété, alors c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que le plaisir antique qu'on a parfois tendance à fantasmer, au fond, il est philosophiquement aussi encadré chez certains philosophes par l'idée de sobriété. Épicure, par exemple, pour nous, d'ailleurs, à tort, hein, on a vu les pourceaux d'Épicure, on imagine l'épicurien comme quelqu'un de très gras, pour reprendre vos termes. Finalement, c'est tout le contraire. Épicure, quand on lit la lettre à Ménécée, il dit « Par plaisir, c'est bien l'absence de douleur dans le corps et de trouble dans l'âme qu'il faut entendre. Car la vie de plaisir ne se trouve point dans d'incessants banquets et fêtes, ni dans la fréquentation de garçons et de femmes, ni dans la saveur des poissons et des autres plats qui ornent les tables magnifiques. Elle est dans la tempérance. » Oui, on est presque au XXIe siècle, là. Non, mais je pense que sur l'ensemble de l'échange que nous allons avoir, nous allons circuler sur une crête. Dans la mesure où le plaisir peut basculer sur une sensibilité qui accentue son aspect positif, et le plaisir peut basculer sur un versant qui privilégie le négatif. Alors l'intérêt de l'Antiquité, je crois la leçon antique, c'est quand même une leçon qui privilégie la notion de mesure. Vous voyez, et la mesure, c'est trouver au fond le partage entre des pôles inverses, et trouver le moyen de mener quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre, mais cet équilibre est susceptible d'apporter du plaisir. N'oublions jamais non plus que l'Antiquité, c'est quand même aussi une époque qui a privilégié le stoïcisme. Oui, exactement. Il ne faut pas l'oublier. Oui, et d'ailleurs, dans le fameux banquet de Trimalcion, dans le Satyricon, qui, vous savez, on l'a immortalisé par les péplums avec ses festins absolument, où on mange des langues de flamants roses et des tétines de truies farcies avec une débauche vraiment de moyens. Au fond, c'est un esclave affranchi. Donc, c'est une critique. C'est presque la grande bouffe avant l'heure, quoi. Bien sûr, c'est une critique. C'est parce que c'est un esclave affranchi qu'il oublie toute mesure. C'est une critique. Et je pense que quand on suit comme ça le fil de l'Antiquité, on ne peut pas oublier cette grande obsession des modernes qui porte sur la chute des Romains. La chute des Romains passant par Capoue et passant par l'excès de plaisir, qui fait qu'une immense civilisation se trouve totalement basculée. Alors le christianisme, puisqu'on y vient, hein, parce que ceux qui ont parlé de la chute des Romains sont d'abord les chrétiens, a-t-il changé la donne en provoquant une régression dans le domaine du plaisir? Une régression assumée, hein, d'ailleurs. Parce que la luxure, la gourmandise deviennent des péchés capitaux. Indiscutablement, le christianisme, de ce point de vue, est une bascule majeure. Mais c'est une bascule majeure qui est doublement intéressante. D'une part parce qu'elle condamne des formes de plaisir, mais elle condamne des formes de plaisir pour assurer davantage le fait que la communauté puisse être unifiée et intégrée. Ça, c'est un point. Et il y a un deuxième point qu'il ne faut jamais oublier, c'est que dans le christianisme lui-même, existent des formes qui sont sans doute transgressives, mais qui sont très importantes et qui privilégient le plaisir. Vous savez, on oublie une chose très simple, c'est que le combattant médiéval, c'est-à-dire le chevalier médiéval, c'est quelqu'un qui indiscutablement est très agressif. Son idéal, c'est la lance qui consiste à percer l'adversaire. Et vous avez des textes, je pense en particulier à des textes de Bertrand du Born, qui est un grand chevalier du XIVe siècle, qui dit « Ah, quel plaisir que la guerre !» parce que je vois le sang couler. Vous voyez, ça, on a complètement oublié. Cette sorte de plaisir lié à l'agressivité qui, par certains côtés, échappe à l'autorité religieuse, mais qui n'en est pas moins très présent et qui est très affirmatif. Qui est même légitimé parfois par l'autorité. Et qui est légitimé. Quand il s'agit de partir en croisade. Voilà. Bien entendu. Donc, vous voyez, ça, je crois que c'est très important parce que ça nous amène à nous interroger sur notre propre culture et à essayer de comprendre comment
notre culture, elle est faite aussi de la mise à distance de ces modes d'agressivité, qui pourtant étaient des agressivités d'immense joie. Le texte de Bertrand Duborne est sidérant de ce point de vue-là. Est-ce que l'Église exerce donc un contrôle considérable à l'époque sur le plaisir sexuel? J'ai repris quelqu'un que vous citez, le père Saint Jérôme, qui écrit donc au Moyen Âge que quand on est trop épris, y compris quand on vit trop de plaisir avec sa femme légitime, eh bien c'est mal. Il dit « Adultère est aussi l'amoureux trop ardent de sa femme. Rien n'est plus infâme que d'aimer son épouse comme une maîtresse. » C'est-à-dire que le plaisir doit être orienté uniquement vers la fécondation, il ne faut pas en prendre trop. Exactement. Parce que la grande crainte, si on prend les péchés capitaux, dans les péchés capitaux, il y a la luxure. Et la luxure, évidemment, c'est quelque chose qui semble, une fois encore, échapper et qui semble immédiatement condamnable. De même que vous avez la goula, c'est-à-dire le fait, par exemple, de trop manger, le goulu, celui qui se laisse prendre, qui prend dans la table, etc. Vous voyez, la religion chrétienne, c'est quand même une religion indiscutablement centrée sur la restriction. Et je crois qu'elle est centrée sur la restriction parce que son projet, c'est de contrôler. C'est de contrôler pour que la société puisse créer quelque chose qui soit relativement unifié et qui permette finalement du relationnel. Ajoutons quand même l'invention extraordinaire de la confession. La confession, c'est dire finalement en quoi je me suis livré à des péchés et donc essayer à la limite d'avouer ses propres excès. C'est une façon de redoubler ses plaisirs, de en les redoubler, formulant, non? Oui. Finalement. Et alors, quand on dit cela et que l'on essaie de tirer le fil qui nous conduit à la modernité, on voit à quel point, de ce point de vue, la Renaissance est inventive. Vous voyez, par rapport au Moyen-Âge. Moi, je veux pas non plus critiquer systématiquement le Moyen-Âge, parce que je disais tout à l'heure qu'il y avait des actes de transgression. Je disais aussi que la société médiévale, elle invente quand même des choses. Je prends un exemple très simple, très simple. Je parle de la confession. Mais la confession, par certains côtés, c'est un approfondissement de soi. C'est une façon de prendre distance par rapport à soi. C'est donner du volume intérieur. Je prends un autre exemple qui se trouve chez Le Goff et qui est, à mon avis, absolument magnifique. À partir du moment où la société médiévale parvient à envoyer des bateaux relativement loin, elle n'aborde pas l'Atlantique, mais elle peut lancer loin sur la Méditerranée. Le marchand, que fait-il? Il est obligé de calculer. Il est obligé d'évaluer les risques qu'il court. En évaluant les risques, à nouveau, approfondissement de soi, vous voyez, essayer de prendre en compte le temps. Et donc, il y a quand même une invention qui me paraît très importante et que je définirais en disant le volume intérieur personnel est dans une dynamique de grandissement. C'est pas du tout négligeable. Oui, et puis il y a d'ailleurs de grandes œuvres qui célèbrent le plaisir au Moyen-Âge. Si on voit les tapisseries de la Dame à la licorne aussi, vous qui avez travaillé sur les émotions, bien sûr, où toutes les sensations sont présentes, le toucher, l'ouïe, la beauté du jardin, la beauté de la nature, le plaisir célébré. du jardin. Alors, vous voyez, quand on dit ça, il y a des choses que l'on oublie qui me paraissent importantes. D'abord, les fabliaux. Les fabliaux, c'est accepter finalement des formes assez variées de satisfaction, de plaisir, d'excitation, de transgression, l'adultère. Vous voyez, c'est très présent ce genre de choses. Mais il y a un lieu. Les fabliaux qui sont les petits contes. Des petits contes, des sortes de petites poésies, de petites, au fond, de prose évoquant des faits du quotidien. Et il y a un lieu au Moyen Âge qui s'est effacé avec la société moderne, sur lequel j'avais beaucoup travaillé, ce sont les étuves. Qu'est-ce que c'est que l'étuve? L'étuve, c'est un espace, tout le monde le devine, mais encore faut-il le dire, c'est un espace où la chaleur est extrêmement forte, on fait chauffer des pierres, etc. L'eau est présente et ce qui compte, c'est la vapeur de l'eau qui monte et la transpiration qui s'installe. Mais l'étuve est toujours représentée dans l'univers médiéval comme un lieu de plaisir. D'ailleurs, non seulement c'est un lieu de plaisir, mais insensiblement, ça va devenir un lieu de prostitution. Insensiblement, ça va devenir, contrairement au terme romain, un lieu d'échange, mais quasi violent, etc. Et donc, les étuves vont être supprimées. Il y a 22 étuves sous Saint-Louis, autrement dit au XIIIe siècle, au Moyen-Âge, et il y a 2 baigneurs dans le Paris de Louis XIV. Donc, il y a un effacement, vous voyez. Mais en même temps, cet effacement porte sur ce qui était un lieu de plaisir au Moyen-Âge.
Alors la Renaissance est une époque de corps où la nudité va faire sa réapparition. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, on en parlait, c'est Vénus contre la Vierge, en fait. Voilà, Hein. voilà. Donc avec des corps galbés, nus. C'est une époque où on proscrit l'obésité, où on s'inquiète de l'excès, parce qu'il est question à nouveau de réaffirmer le rôle du corps allant de pair avec l'esprit. Alors, la Renaissance, je pense que c'est effectivement une entrée dans la modernité. C'est l'entrée de la modernité, d'abord parce que les corps s'affirment davantage. Hein, des peintures comme Masaccio et quelques autres, même Botticelli, c'est une façon de mettre en évidence le galbe du corps qui était tout à fait dissimulé, voire effacé à la Renaissance. C'est pas seulement Au Moyen-Âge, plutôt. Oui. au Moyen Âge, pardon, je vais aller vite. C'est pas seulement une mise en avant de l'apparence et de l'affirmation, c'est en même temps indiscutablement une forme de légitimation du plaisir. Quand on lit, on en parlait tout à l'heure, tous les deux, avant, quand on lit les poésies de Ronsard, c'est le jouissant du présent. Si vous laissez passer le temps, vous allez tout perdre. Mais pourquoi C'est même un instrument de drague, même un peu lourde, parce que Bien mignonne, sûr. allons voir si la rose, Bien c'est quand entendu. même dire, si tu couches pas avec moi, Oui. bah, quand tu seras vieille, personne ne Oui. voudra de toi, donc Oui, fais-le oui. maintenant. Bien sûr que c'est C'est un peu lourd. quand même lourd. Oui, bien entendu, vous avez tout à fait raison. Mais il y a cette poésie qui a d'ailleurs été supprimée dans les sonnets à Hélène qui dit vous êtes mal apprise parce que vous avez choisi l'esprit alors que le corps est le plus important, vous voyez. Bon, Oui, mais en choisissant l'esprit, Voilà. c'est dans votre interview du Point, oui, vous êtes mal apprise, Voilà. qui refusez le corps à mon gré, à le mon gré, meilleur. le meilleur. Bon, mais je crois qu'il faut ajouter une chose qui permet de bien spécifier l'originalité de la Renaissance. Cette chose porte sur ce qu'on appelle les arts de mourir, les ars moriendi. L'art de mourir à la Renaissance, au Moyen Âge, qui est tout à fait présent dans la mesure où le Moyen Âge, c'est une inquiétude sur soi. Donc, les arts de mourir, c'est un genre. C'est un genre littéraire Oui. très important qui décrit la nécessité de penser à la mort. Alors, les arts de mourir, c'est très bien expliqué par Philippe Ariès dans son Histoire de la mort. Les arts de mourir au Moyen Âge, ce sont des textes qui sont totalement centrés sur la fin, c'est-à-dire la chambre mortuaire, la nécessité de la confession, la présence des autres, le fait de se préparer à dire ce qui nous a en quelque sorte entraînés au péché. Vous voyez, c'est vraiment une sorte de pensée sur la fin, mais la fin ultime. Les ars moriendi de la Renaissance sont tout à fait différents et ils ont été mal compris. Pourquoi ? Parce qu'ils sont centrés sur le fait que la mort peut surgir à tout instant. Il ne s'agit pas de penser à la chambre mortuaire, il s'agit de penser au fait qu'en descendant les marches tout à l'heure, nous pouvons tomber, nous pouvons nous heurter et nous pouvons finir. Mais ça veut dire quoi ? On aura eu du plaisir intellectuel avec vous, Georges Vigarello. Donc, Je n'en doute pas. Voilà. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire, du coup, centrez-vous sur le présent. Essayez de jouir du présent. Et à ce moment-là, effectivement, c'est une sorte d'hymne au présent et au plaisir. Et qui revient à l'Antiquité, au Carpe Diem antique. Donc Alors, on voit que qui revient, vous avez- l'histoire fait des cycles permanents. Vous avez tout à fait raison, ça revient au carpe diem antique, mais moi je le tirerai plutôt dans le sens de la modernité, parce que je pense que ce qu'invente la modernité en termes de temps, c'est un privilège progressif accordé au présent. Vous voyez ? Je crois qu'il y a trois, pour vous dire très vite et très mal, il y a trois visions du temps. Il y a une vision du temps qui consiste à considérer qu'il est cyclique. C'est plutôt comme ça que l'Antiquité le voit. Le temps revient, les saisons, etc. Il y a une vision du temps qui est plutôt la vision chrétienne et qui consiste à penser que ce qui s'est passé s'est déroulé avant et que l'essentiel, c'est avant. Donc, le déluge, la sortie du paradis terrestre, etc. Et du coup, la vision chrétienne, c'est une vision que l'on oublie, qui consiste à penser qu'il y a une progressive dégradation des sujets. Les fruits sont moins gros aujourd'hui qu'ils ne l'étaient, les indus vivent moins longtemps, etc. Et puis, vous avez la vision 3, qui est celle, au fond, moi je dirais moderne, si vous voulez, hein, du 18e, les Lumières, et après, c'est demain. Ouais. Ça se passe demain. Et puis vous Point avez de une lendemain. vision. Voilà. Et puis vous avez une vision plutôt contemporaine. C'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui que c'est important. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le présent, Le c'est-à-dire moment c'est la l'éphémère. publicité. C'est la Ouais. publicité. Ouais. Vous voulez, vous voyez, vous passez devant une banque, vous voulez partir, mais entrez, on va vous donner des crédits, vous partez. Ouais. Et ça, c'est totalement moderne. Et je pense que, de ce point de vue, la Renaissance nous a introduits dans ce cette type de modernité. dispositif. Vous parliez du 18e et des Lumières. Là, Oui. on a l'impression, quand on regarde avec distance, quand on pense évidemment à Sade, à Casanova, aux liaisons dangereuses, hein, que vraiment, c'est l'époque du plaisir à saisir, sans restriction, où là, justement, les contrôles s'effacent, et que c'est le moment que ça va peut-être avec les Lumières, d'ailleurs, libération totale du corps, alors pour un certain milieu, Bien sûr. évidemment, mais Bien on a sûr. l'impression que c'est ça. Est-ce que c'est une Oui. illusion d'optique Ah non, ou- non, je pense que vous avez raison. Ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du XVIIIe est infiniment plus important qu'on ne le croit. Ça porte sur plusieurs points d'ailleurs, mais c'est vrai que ça porte d'abord sur la sensibilité, c'est-à-dire l'homme sensible. Alors comment peut-on l'expliquer? Parce que c'est ça qui est important. Comment peut-on l'expliquer? Je pense qu'au XVIIIe, il se produit pour la première fois un relatif éloignement à l'égard du religieux. C'est-à-dire que je ne dépends plus, vous voyez, une invention. Je ne dépends plus forcément d'un diktat qui vient d'au-dessus. Descartes continue de penser que l'âme, elle est en relation avec le divin. Vous voyez. Donc je ne pense plus le fait que je dépends de décisions qui sont en dehors de moi, mais c'est moi-même qui suis porteur de ma propre décision. D'ailleurs, c'est l'invention aussi de la sensibilité. C'est-à-dire que finalement, Descartes dit « je pense, donc je suis », et les auteurs de la deuxième moitié du XVIIIe disent « je sens, donc je suis ». C'est une bascule considérable. Et d'ailleurs, ça entraîne des choses sur lesquelles moi, enfin je dirais des réflexions sur lesquelles personnellement j'ai essayé de travailler, qui est un autre type d'invention, à savoir le fait de s'interroger sur ce qu'on éprouve et de donner au corps une importance qui n'est plus seulement celle de l'apparence, mais qui est celle de l'intériorité. Comment ça se passe à l'intérieur de moi? Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a une histoire qui n'est pas seulement celle de l'apparence, mais qui est une histoire de ce que j'éprouve. Et ça va être le 19e. Ça va être Oui, l'apparition ça va se de développer. Freud, Oui, vous avez raison. Ça va se développer fortement au 19e. mes désirs, mes fantasmes. Oui, mais l'invention, c'est quand même au 18e. Quand vous lisez, par exemple, Le rêve de d'Alembert de Diderot, qui est un texte des années 60 du 18e, vous voyez que d'Alembert, dans son rêve, se pose des questions sur qu'est-ce que j'éprouve et comment je suis changé de l'intérieur. Et si je suis changé de l'intérieur, je deviens autre, je ne suis plus le même. Donc, je dépends aussi de ce que j'éprouve à l'intérieur de moi. Alors, c'est très important. Et en même temps, je légitime ce que j'éprouve. Et donc, du coup, effectivement, je reviens à Casanova et à bien d'autres. Et donc, du coup, je légitime mon propre désir. Oui, c'est ça, voilà. Et vous parliez d'affirmation de soi, Oui. finalement, donc ça naît dans le 18e. Enfin, on comprend, tout à l'heure, vous parliez d'une ligne de crête. En fait, on Oui. est toujours entre répression du plaisir et Exact. affirmation du plaisir. Exact. Mais finalement, le 19e, qu'on associe souvent à la bourgeoisie, au puritanisme, à un contrôle justement très fort de la société, est aussi le siècle de l'apparition des grands textes sur la drogue, sur le vin, si on pense à Baudelaire, du vin et du hashish. C'est aussi les grands textes sur les maisons closes, Bien sûr. la prostitution, la figure de la prostituée, de la danseuse prostituée, d'ailleurs Bien chez sûr. Degas par exemple. Donc est-ce qu'on est là dans un plaisir finalement plus clandestin? C'est aussi l'apparition des bains de mer, Bien la belle sûr. époque. Donc le corps, Bien sûr. à nouveau depuis l'Antiquité, se montre. Non, mais je pense que vous abordez des questions qui sont totalement centrales. Parce que c'est vrai qu'il y a un paradoxe. On a tendance à penser, beaucoup ont pensé que le 19e siècle, c'était au fond le siècle victorien, c'est-à-dire vous savez, l'homme en noir, la femme en blanc, et l'homme totalement surveillé, ne pouvant pas faire un pas de côté, etc. Ce qui n'est pas complètement faux, bien entendu. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus souterrain et beaucoup plus important, lorsque vous tirez le fil, j'emploie toujours cette expression parce que je trouve que l'histoire, elle est faite de quelque chose qui, au fond, suit des dynamiques, vous voyez. Lorsque vous tirez le fil à partir du 18e, vous vous rendez bien compte que ce dont je parlais, à savoir, écoutez votre intériorité, ça grandit. Quelqu'un comme Cabanis, au tout début du 19e, va dire, si je m'écoute mieux, autrement dit, si je ressens physiquement l'intérieur de mon propre corps, je vais mieux me connaître. C'est un des premiers à dire ça. Et c'est un des premiers à inventer une notion qui était floue jusque-là et qui s'appelle l'essence interne. Et vous inventez aussi, du coup, quelque chose qui est de l'ordre du journal intime. C'est-à-dire le journal intime des années 20 du 19e, c'est le journal où vous dites ce que vous éprouvez.
Et ce n'est pas un journal qui est nécessairement fait pour être édité, c'est un journal qui est fait pour être écouté par vous-même, de façon à ce que vous, je pense à Mène de Biran et à quelques autres, Benjamin Constant, c'est un journal qui est fait pour que vous vous compreniez mieux, dans la mesure où vous mettez d'emblée ce que vous avez éprouvé. Et Benjamin Constant est sidérant, parce qu'il va dire, si on lit mon journal, on va penser que je suis fou. Or, au contraire, vous voyez, c'est fait pour mieux se connaître. Mais pour mieux se connaître, c'est-à-dire pour aussi légitimer ce que l'on est. Alors, et donc, le 19e, c'est l'invention de ça également. Et c'est l'invention du féminisme. C'est-à-dire, c'est le moment où, vraiment où le féminisme émerge. Est-ce que vous voyez un lien entre le féminisme et la recherche du plaisir, dans cette affirmation de soi, de ce que j'éprouve et de ce que je veux éprouver? Je fais juste une petite incise. Tout à l'heure, on parlait de l'Église. La petite Bible des jeunes époux, qui est un texte de 1885, insiste, donc on est vraiment à la début de la Belle Époque, hein. Le mari ne doit pas mourir seul dans les bras de son épouse. Mourir au sens petite mort, donc plaisir sexuel. Finalement, c'est une invitation au partage et au souci de celle qui vous accompagne dans ces moments. Voilà. C'est magnifique. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre cette affirmation progressive du féminisme et du plaisir ? Je pense qu'il y a un lien. Je pense que, disons, l'individu au sens, cette fois générique, homme-femme, du 19e, c'est un individu qui, progressivement, invente davantage, creuse davantage sa propre intériorité. Ce n'est pas du tout par hasard qu'il y a aussi l'invention de la psychologie. Le mot psychologie quasiment n'existe pas auparavant. Mais je pense que ce qui est aussi intéressant dans cette question, c'est qu'elle est faite d'étapes. La femme, je pense à George Sand, ne revendique pas d'emblée une forme de plaisir. Vous voyez, elle revendique d'abord une forme d'affirmation, le fait que l'on reconnaisse sa place, le fait qu'elle puisse occuper l'espace public, le fait qu'elle puisse travailler. C'est un plaisir d'être aussi. Hein, c'est un plaisir d'être. C'est une affirmation d'existence, si vous voulez. Bon. Mais évidemment, ne peut pas ne pas surgir le fait qu'il y a aussi une légitimité à prendre du plaisir. Et ce que vous dites corrobore parfaitement avec des auteurs, des médecins du milieu du 19e, qui disent, c'est extrêmement profond comme question, qui disent l'échange sexuel ne doit pas nécessairement être fait pour avoir des enfants. L'échange sexuel doit être fait aussi pour éprouver du plaisir. Et éprouver du plaisir aide à mieux vivre ensemble. Vous voyez, ça, c'est absolument fondamental. C'est très bien montré dans un livre que je trouve assez majeur, qui est lu d'Alain Corbin, qui s'appelle « L'harmonie des plaisirs », qui est sorti au début des années 2000. Et Alain Corbin montre bien que ces médecins du milieu du 19e disent « mais faire éprouver, à la fois éprouver soi-même et le fait que la femme puisse éprouver du plaisir, transforme complètement la vie du couple. » Et donc, du coup, le couple n'est plus nécessairement orienté vers le fait de faire des enfants. Le couple est fait pour vivre davantage lui-même, ce qui est une rupture radicale par rapport à la vision chrétienne, vision qui disait le mariage, c'est fait pour avoir des enfants. Pour terminer, Georges Vigarello, je voudrais qu'on fasse un peu de prospective. On a vu, après l'histoire du XXe serait effectivement diverse. Si on doit retenir un slogan du XXe siècle lié au plaisir, c'est le fameux « jouissez sans entrave » de mai 68. Oui. On voit qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération liée à l'écologie qui est en train de faire le procès de cette génération 68arde, en faisant le lien d'ailleurs entre ce jouissons sans entrave et la prédation des ressources planétaires, la surconsommation, à tel point qu'on l'a vu récemment, quand un homme politique, en l'occurrence Fabien Roussel, quand il parle de plaisirs même simples, qui sont ceux de manger de la viande, de fromage, de boire du vin, puisque tout à l'heure on a parlé de la religion, mais c'est aussi en Bourgogne, autour des grandes abbayes, qu'est né le vin. Est-ce qu'on se dirige vers un cycle d'ascèse un peu forcé? Est-ce qu'il va être de plus en plus difficile, justement, de parler même du mot de plaisir? Parce qu'Épicure parlait de plaisir, de mesure. Mais là, même dire « ça fait plaisir » est devenu suspect et vu aussi comme un élément de prédation, qu'il soit sexuel ou écologique. Oui, c'est vraiment une question centrale. C'est vraiment la question d'aujourd'hui, si vous voulez.
moi, ce qui me frappe, et je trouve que c'est intéressant, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une néo-critique de 68. La critique traditionnelle de 68, c'est vous faites n'importe quoi, il faut de l'ordre. Et la critique intelligente d'aujourd'hui, c'est finalement, vous avez dévasté, avec votre plaisir, vous avez dévasté votre propre milieu. Alors, est-ce qu'on peut s'en tenir à cela et orienter vers des pratiques d'extrême restriction, à l'égard desquelles, d'ailleurs, nous avons le plus grand mal à pouvoir nous livrer, parce que ça suppose qu'il y ait de moins en moins de parcours en avion, que la voiture individuelle n'est plus du tout à être privilégiée, etc. La viande, le fait de manger la viande, de la viande, bon, c'est un problème très, boire, très fort. Hein. Oui. Mais en même temps, ce que je trouve important personnellement, c'est que cette vision, que j'appelle néo-vision de la surveillance consommatoire, je trouve que cette vision, pour des raisons qui sont historiques, ne parvient pas à abandonner l'idée que les individus peuvent quand même trouver de la satisfaction. Vous voyez, la thématique me paraît plutôt être la suivante: restriction obligée, mais sans que cela conduise nécessairement à de la contrition et de la souffrance. Il faut que l'affirmation continue d'exister, mais qu'elle soit une affirmation sur un mode totalement équilibré. Et ça me fait penser à un texte sur lequel j'avais travaillé et qui est très important à mes yeux, précisément un texte de la Renaissance, qui est le texte de Cornaro, Luigi Cornaro, qui dit « éloge de la sobriété ». Mais éloge de la sobriété, ce n'est pas pour la souffrance, c'est pour trouver de nouvelles formes de plaisir et d'affirmation. Merci Georges Vigarello. Je crois que Boris, nous avons... Oui, on peut déjà vous applaudir, voilà, et on va bravo. prendre des questions que vous avez adressées. Merci beaucoup. Donc, par l'intermédiaire des QR codes, voici la première question. Vous avez parlé du christianisme, mais quid du plaisir selon les autres religions comme l'islam, le bouddhisme, le judaïsme? Alors, écoutez, moi, je ne suis pas, malheureusement, je ne suis pas un spécialiste des autres religions. De même que souvent, on me pose la question suivante: vous travaillez sur l'Occident, mais qu'en est-il de l'Orient et d'autres civilisations et ethnies? J'aurais toujours du mal à répondre, personnellement. Mais moi, je considère que, je peux me tromper, je considère que la manière dont s'installe dans l'islam la relation homme-femme, que l'Occident ne partage absolument pas, cette manière d'installer de la relation est vécue par les uns et les autres comme un mode d'affirmation, vous voyez, affirmation auquel nous ne recourons pas. Mais c'est comme ça qu'il faut prendre en compte. Deuxième question qui va un petit peu dans la continuité de celle que vous avez posée tout à l'heure, Christophe. Est-ce que vous pensez qu'en comparaison avec la période de libération des mœurs des années 60-70, on vit aujourd'hui un retour en arrière? Je ne dirais pas un retour en arrière, personnellement, pour reprendre la réponse que je faisais à Christophe tout à l'heure. Je ne pense pas que c'est un retour en arrière. Je pense que c'est une sorte de redistribution de la manière dont s'installe le plaisir, le désir, la satisfaction, la vision de l'avenir. Je pense que c'est plutôt ça. C'est une sorte de réorientation, de réorganisation. Alors évidemment, avec toutes les difficultés que ça suppose, parce que, je vous répète, j'insiste, moi je viens de terminer un livre sur le problème des lointains. Je me suis posé la question, comment se constitue l'imaginaire du loin. Bon, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, cet imaginaire du loin, aujourd'hui, est totalement contredit par le fait que le loin revient vers nous sur un mode quasiment provocateur, si vous voulez. Bon, donc on peut considérer que la situation est, je dirais, particulièrement excitante et contradictoire et douloureuse. Mais à mon sens, la crête à trouver, c'est quand même continuer d'exister avec une forme de satisfaction en restreignant ce qui progressivement peut paraître inutile. Et par ailleurs, on a parlé du Jouissez sans entrave de 68. Dès Oui. 73, il y a La Grande Bouffe de Marco Ferreri, qui est déjà en fait Exactement. une critique du consumérisme. Donc dans une époque Exactement. qu'on étiquette comme de jouissance totale, il y a déjà Bien sûr. des ferments de critique. Bien sûr, bien sûr. Alors, dernière question en 40 secondes, et en plus elle est 40 très- secondes, je Vous trouve allez que c'est voir. trop. C'est un bon challenge, c'est déjà trop. La tempérance antique et la sobriété moderne, l'histoire se répète, mais on passe de l'injonction individuelle à l'injonction collective. C'est la victoire de la politique sur la philosophie? Non? Oui? Je pense que c'est la... Moi, je continue de penser que c'est la victoire de l'individu, que c'est la victoire du sujet. Je continue de penser ça. Oui, qui s'affirme différemment, au fond. Qui s'affirme différemment.
D'ailleurs, la notion de bien-être, on n'en a pas parlé. Voilà, on n'a pas parlé, Voilà, mais exactement. c'est fondamental. C'est ça. La notion de bien-être, elle renverse complètement les perspectives qui existaient jusque-là Ouais. et qui s'imposent dans la deuxième moitié du XXe. Merci encore, on peut les applaudir. Bravo, Georges Vigarello.